à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Alexia de Bernardi, cette multi-entrepreneuse publie Entrepreneur engagé, je passe à l'action ou comment concilier engagement sociétal et efficacité économique. Dans notre débat, on parlera inclusion avec le groupe de protection sociale Clésia qui intègre un nouveau café joyeux dans les locaux de l'entreprise. Et puis avec Smart Ideas, notre rubrique, vous le savez, consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai les cercueils écologiques de Pivert Funéraire. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Alexia de Bernardi. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous publiez Entrepreneur engagé, je passe à l'action. Tiens, le voilà, ce livre, c'est aux éditions EMS Management et Société. Quelques mots de votre histoire, parce que vous êtes vous-même une multi-entrepreneuse, si j'ose dire. Combien, je ne sais pas, de start-up créées ou accompagnées, d'entreprises comme ça, que vous avez, l'idée que vous avez eue? Alors j'ai 20 ans de start-up derrière moi, effectivement, avec une dizaine d'expériences entrepreneuriales. J'ai créé des boîtes, j'ai revendu, j'ai investi activement, je suis advisor dans des boards, tout ça dans des secteurs, toujours avec mon fil rouge qui est d'entreprendre pour un monde meilleur. Notamment, j'ai créé une société dans le domaine de l'enfance il y a un paquet d'années maintenant que j'avais revendu. J'ai fait 6 levées de fonds, j'avais beaucoup d'actionnaires également, une quarantaine. J'ai investi dans le photovoltaïque. Il y a eu des succès, des échecs, il y a eu un peu tout ça. Alors oui, c'est ça qui est chouette, c'est que finalement, j'ai commencé par une très belle histoire et mes 40 investisseurs étaient très heureux au bout de 10 ans. Et également, j'ai récemment, 3 de mes participations qui sont en train de fermer. Donc, j'ai moi-même eu parfois des difficultés, un désaccord d'associés ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu avoir maintenant de l'impact aussi au-delà de mes seuls projets. Et via ma société Impactus et le livre, c'est les outils pour aider un maximum d'entrepreneurs à réussir. C'est quoi votre définition de l'entrepreneur engagé ? C'est vrai que ce mot engagé, il est protéiforme, surtout que c'est mon 4e bouquin. Et avant, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Moteur d'engagement. Je pense que l'engagement, je l'ai au fond de moi, mais il a plusieurs significations. L'entrepreneur, il est forcément engagé, comme en termes de vocabulaire de management, il est forcément engagé. Là, le fil rouge de cet ouvrage, c'est engagé pour un monde meilleur, c'est-à-dire socialement, pour l'environnement, globalement pour l'humanité. Et ça revêt plein de casquettes. On peut être freelance, engagé, on peut être très bon manager et respecté, on peut être engagé en tant que citoyen. Le tout est d'avoir un impact positif pour le monde. Et à qui il s'adresse ? À des apprentis entrepreneurs ou à des hommes et des femmes qui le sont déjà et qui se sentent parfois un peu seuls. C'est vrai qu'on doit prendre plein de décisions en même temps. On est un peu Shiva quand on est chef d'entreprise. C'est quoi ? C'est un peu les rassurer, les aider ? Alors, avec que ce soit ma société Impactus ou le livre, je cible toujours des primo-entrepreneurs. D'accord. Il existe plein de bouquins techniques qui sont très bons, des bouquins américains. Il n'y a pas à réinventer la technique. Par contre, là, j'ai voulu trouver des histoires d'hommes et de femmes qui sont des champions à impact, et on pourra en reparler, mais qui vont aider l'entrepreneur à se projeter en disant mais comment réellement, humainement, qu'est-ce que ça signifie d'entreprendre ? Donc effectivement, plutôt le primo-entrepreneur qui veut se lancer, qui soit bootstrap, agence, qui veut être licorne ou quoi que ce soit. Il va y trouver à la fois toutes les clés du parcours entrepreneurial et puis se projeter dans des parcours comme Fred Mazzella, Émilie Corchia ou des investisseurs qui racontent des histoires d'humains qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi. Oui, c'est vraiment basé sur un grand nombre de témoignages. C'est quoi la bonne idée ? Alors, si on parle de primo, de gens qui se lancent, c'est quoi une bonne idée ? Alors justement, c'est le cœur du sujet, c'est qu'en ce moment, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds pour financer des boîtes, mais finalement, il y a toujours 90% des entrepreneurs qui échouent à 5 ans. La question à se poser, c'est qui paierait pour ça ? So, finalement, l'entrepreneur engagé, le grand défi qu'il a, c'est de faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la conviction, de l'engagement politique, de l'engagement associatif. Et là, on parle d'entrepreneur. Donc, on est dans un univers capitaliste. Il faut effectivement qu'un client ait envie de payer pour ça. Donc, c'est le défi de l'entrepreneur de ne pas être trop amoureux de sa conviction et de trouver le modèle économique. Je fais tel livre d'identifier un manque aussi.
Alors oui. Dans nos usages, dans nos sociétés? Oui, mais alors ça part souvent d'un manque qu'on va identifier ou personnellement, ou bien en étudiant des études de marché. D'ailleurs, il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui se positionnent parce qu'il y a la réglementation qui crée des besoins. Ceci dit, j'ai un de mes entrepreneurs qui disait « J'en ai marre des marxistes du vegan qui ne veulent pas gagner d'argent ». Donc, ce que je veux dire là, j'aime bien cette citation parce qu'il peut y avoir un manque. Oui, bien sûr, moi j'ai envie de manger végé, vegan. Par contre, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que d'autres voudraient payer plus cher? On l'a vu sur le bio, qui n'est pas forcément, finalement, tout le monde ne veut pas forcément manger bio. Oui, effectivement. Donc, ce qui est intéressant, c'est à la fois cet engagement, on va dire sociétal pour simplifier, mais l'efficacité économique. Et donc, c'est en ça que vous donnez des clés aux entrepreneurs? Oui, exactement. Notamment, étant moi-même ingénieure de formation, avec Impactage, j'accompagne plein d'entrepreneurs, et notamment dans la deep tech, parce que quand on parle d'impact, on parle aussi beaucoup d'industrie, l'énergie, l'alimentation, le transport. Donc, c'est beaucoup aussi de profils ingénieurs. Et j'ai constaté qu'ils étaient épanouis dans le développement de ce projet à impact technologique, mais ils ont énormément de mal à aller parler à un client. Et c'est un des conseils d'un des champions Dracula Technologies. Il dit, mais rapidement, allez voir des clients, adressez-vous au marché pour voir s'il y a un besoin. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut être aussi, par exemple, dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire, etc. On est dans un modèle capitaliste qui est parfois un peu différent, qu'il faut d'ailleurs renouveler. C'est un des effets positifs, je trouve, de la transformation environnementale et sociétale. Sauf qu'on peut être quoi? Ce que j'entends, ce que vous dites, un peu éthéré, un peu plus avec une idée politique ou un engagement un peu boy scout et on en oublie l'essentiel, c'est ça? Alors, il y a deux volets dans cette partie-là. Effectivement, l'humain a des biais, on a tous besoin de reconnaissance, on a besoin aussi de plaisir, de voir qu'on avance. Et parfois, l'entrepreneur se défocus de son objectif qui est de créer une entreprise rentable et reste plus effectivement focalisé sur j'adore coder, j'adore la science, j'aime pitcher ou quoi que ce soit. Parce il va que falloir gagner de l'argent, ça revenir. peut être un gros mot pour les Exactement, parfois, notamment chez les femmes et chez les scientifiques, qui sont deux profils que j'aime particulièrement analyser. Les scientifiques valorisent la perfection technique, les femmes veulent toujours voir petit, et ces deux profils-là ont un peu plus de difficultés avec l'argent. D'ailleurs, allez-y. Mais parce que, je rebondis sur votre question, parce que je vois un changement du côté des investisseurs, et notamment plusieurs témoignent dans le livre, que ce soit Raise, Alter Equity, Citizen Capital, ils osent aborder le terme de décroissance, notamment avec ce principe de dire la société est devenue obèse et il y a peut-être des marchés où le retour sur investissement attendu pourrait être inférieur si c'est bon pour l'humanité. C'est aussi un témoignage de l'entrepreneuriat au féminin, votre livre, parce que les trois quarts des patrons interviewés sont des patronnes. Oui. Moi, j'ai trouvé ça super. C'est un choix de votre part? Vous avez voulu mettre en avant des femmes entrepreneurs? Alors, c'est un choix que je n'ai pas voulu afficher, j'en parle pas comme ça, mais voyez, vous l'avez constaté, parce que j'ai trouvé que c'était aberrant que lorsque je contactais des femmes pour au moins avoir la parité, elles ne me répondaient pas. Et pourtant, des femmes championnes à impact, il y en a plein. Et j'ai moi-même été confrontée à des biais éducatifs sur le fait de vouloir raisonner petit. Et donc, je me suis fixée comme objectif personnel de mettre en lumière 2/3 de femmes, mais sans que ce soit un acte militant, politique ou une revendication. Et la plupart me disaient je ne suis pas légitime, ne me répondaient pas, ne me disaient j'ai pas le temps. Et donc, ça a été mon combat sur ce bouquin, d'aller chercher Émilie Corchia, Isabelle Rabier, les alchimistes, Circuleg, Justine Lecaillé, qui sont toute cette nouvelle génération de femmes leaders qui bossent. Est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont dans cette logique de créer une entreprise avec un engagement sociétal, ou pas forcément? Alors, oui, mais finalement, pas tant que ça. Oui, on en trouve plus, mais elles sont souvent plutôt auto-entrepreneurs, où elles vont monter une agence. Il y a assez peu de femmes qui aiment viser grand. C'est lié beaucoup à l'éducation des jeunes filles. Et j'ai même un investisseur, Win Capital, qui me disait
que sur toute la chaîne, et pourtant il investit dans des entreprises à impact, sur toute la chaîne, il y a moins de femmes. Il y a moins de femmes ingénieurs, il y a moins de femmes entrepreneurs, et il y a même moins de femmes, et ce qui est incroyable, qui investissent dans les fonds d'investissement, même à impact. Les LPs sont plus des hommes, alors qu'elles héritent autant que leurs frères. Oui, évidemment. Et avec, alors peut-être que ça a évolué, je veux bien, je suis curieux de savoir ce que vous allez répondre à ma question. Est-ce que c'est toujours plus difficile pour une femme de lever des fonds quand on crée une entreprise que pour un homme ou même pour un binôme femme-homme? Alors, il y a des fonds qui maintenant cherchent toujours un binôme femme-homme. Finalement, ce n'est pas la société seulement montée par des hommes qui serait plus performante, ni montée plus... Voilà, maintenant, les investisseurs cherchent la mixité. Moi, je suis convaincue que la difficulté des femmes de lever des fonds, elle vient des deux parties. C'est-à-dire que la femme, en tant que jeune fille qui a été élevée à être discrète, à ne pas faire de bruit, à ne pas parler d'argent et à pas trop se mettre en avant, eh bien, déjà, par définition, elle ne veut pas viser un gros projet. Donc, elle va se présenter d'une façon qui sera beaucoup moins assumée que l'homme. Et de l'autre côté, du coup, l'investisseur va percevoir ce signal faible en disant elle manque d'assurance, elle vise pas haut, et donc forcément aura moins envie d'investir. Merci beaucoup, Alexia de Bernardi. Je rappelle le titre de votre livre, Entrepreneur engagé. Je passe à l'action aux éditions EMS. Merci encore. On passe à notre débat, l'inclusion au programme. Le débat de Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Florence Puig, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice de l'engagement chez Clésia. Olivier Lemaire, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, responsable des Cafés Inside chez Café Joyeux. Clésia qui installe un deuxième Café Joyeux dans ses locaux à Montreuil. Vous allez nous raconter cette histoire. Mais d'abord, en quelques mots, présentez-nous votre entreprise, Clésia. Alors, Clésia est un groupe de protection sociale qui finalement a deux métiers. Elle gère la retraite des salariés du privé pour le compte de la Carco. Donc, on couvre à peu près 2 millions de retraités, 2,1 millions de retraités. Et notre deuxième métier, c'est de faire l'assurance de personnes, c'est-à-dire complémentaire santé et prévoyance, notamment au sein de branches professionnelles. Et là, on couvre à peu près 4,8 millions de personnes. C'est combien de salariés, combien de sites? C'est 2500 salariés, 2 gros sites sur Paris et une petite dizaine de sites sur les territoires, en région. C'est pour ça que j'ai dit deuxième Café Joyeux. Si qui sait, il y en aura peut-être un troisième, un quatrième, etc. Peut-être. Mais bon, je ne suis pas là pour prendre la décision à votre place. Il y a combien de Cafés Joyeux aujourd'hui en France? Alors en France, on a maintenant 26... Alors dans le monde, on a 26 Cafés Joyeux, on en a 19 en France. On continue de se déployer. On a toujours notre vocation d'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Donc c'est vraiment la mission même de l'entreprise. Entreprise détenue par un fonds de dotation, donc un actionnaire complètement désintéressé. Voilà, et on œuvre pour le bien commun. Et puis voilà, grâce à Clésia, on continue de se déployer. Alors, donc il y a des cafés inside au sein des cafés joyeux, il faut expliquer. Exactement. Donc, des cafés à l'intérieur sur les sièges d'entreprise, dans les sièges d'entreprise. Exactement. C'est vrai qu'au tout départ, alors Café Joyeux, il n'y a pas de business plan. Au départ, si ça avait dû se faire sur la base d'un business plan, ça ne se serait jamais fait. Ça ne se serait jamais fait, voilà. Je pense qu'il fallait, comme on dit, de l'audace et de la volonté pour lancer Café Joyeux. Voilà, Yann Bucaille a eu ce grand projet. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a croisé des entreprises, et des entreprises qui nous ont dit votre mission, c'est de changer le regard sur le handicap. Et il n'y a rien de tel que de le faire au milieu d'une entreprise. Et c'est vrai que parmi nos 19 Cafés Joyeux en France, on en a désormais 5 en entreprise. Et le premier s'est fait avec Clésia. Voilà. Ah, le tout premier ouvert à l'intérieur d'une entreprise, ça s'est fait chez Clésia. C'est quoi le retour? Si vous en ouvrez un deuxième, c'est que vous êtes content. Mais comment les collaborateurs et salariés ont réagi? Racontez-nous un peu. Très très bien, parce que je dirais que c'est dans la suite logique de nos engagements sociétaux, puisqu'on est depuis longtemps engagé dans le champ du handicap. Mais bon, c'était quand même un pari, parce que certes, l'idée c'était pouvoir intégrer des personnes en situation de handicap dans l'entreprise, mais c'était aussi une cafétéria, et il fallait que ça marche, il fallait que ça prenne auprès de nos collaborateurs. Et ça a très très bien marché, à tel point qu'on a doublé, puisque le premier on l'a ouvert en juillet 2021.
Depuis, on a doublé le nombre de couverts qui sont servis tous les jours. Et en fait, les collaborateurs viennent au Café Joyeux parce que c'est chaleureux, parce que c'est bon. Voilà, pour le café. Et leur regard. Et alors, parlons du regard sur le handicap. Est-ce que vous l'avez vu changer ? Alors, totalement. Et ce qu'on nous dit, en fait, c'est que à force de voir le handicap, on ne le voit plus. C'est-à-dire que les collaborateurs de Café Joyeux sont intégrés parmi les salariés, parfaitement intégrés parmi les salariés Clésia. Et finalement, voilà, quand on voit le handicap tous les jours, on finit par l'oublier. Et je pense que c'est la plus belle démonstration d'inclusion qu'on puisse faire. Comment ça se passe il y a une formation quand voilà, des personnes en situation de handicap, de trisomie, handicap cognitif viennent vous voir en disant « je cherche du travail ». Ça prend du temps, il y a une formation spécifique. Absolument, ouais. Alors c'est vrai que si on remonte un petit peu, il y a plus de 1% des Français qui ont un handicap mental ou cognitif, on ne le sait pas, hein, c'est pratiquement 800 000 personnes en France. Et finalement, dans le monde professionnel, on les croise très très peu. Si vous regardez votre quotidien, il n'y a pas souvent de rencontres avec des personnes qui sont atteintes d'un handicap mental et cognitif. Donc, elles ont un taux de chômage très fort, elles ont très peu accès au travail. Et donc, clairement, quand elles intègrent nos équipes, il y a tout un accompagnement de formation. On a un CFA qui est intégré à Café Joyeux, dont un centre de formation. Et au bout de 2 ans, nos équipiers obtiennent un diplôme d'État d'agent polyvalent de la restauration. On est très fiers de ça. Et alors évidemment, c'est un lourd investissement pour nous. Mais en même temps, c'est de montrer les capacités des personnes en situation de handicap. Et surtout, c'est de servir de tremplin. C'est vrai que nous, on a vocation à faire de l'émulation, que d'autres entreprises nous suivent le pas, que d'autres entreprises que Clésia nous suivent le pas, parce que voilà, on essaye de faire éclore un écosystème. Est-ce que ça suppose aussi chez vous, chez Clésia, un peu de préparation, de formation en RH pour dire, voilà, on accueille des salariés qui sont en situation de handicap, voilà ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Alors déjà, ça implique des questions pratiques. Hein. C'est pas si simple que ça d'ouvrir un Café Joyeux dans l'entreprise. Donc là, c'est plutôt les services généraux qui sont mobilisés. Mais il y a un gros travail de co-construction du café et de ce lieu d'accueil sur site. Plus qu'une cafétéria entre guillemets normale, enfin de base, j'aurais pas dû employer ce terme-là, classique, quoi. Ça suppose une ingénierie un peu différente, c'est ça ? En fait, disons que on a des spécificités sur nos systèmes de caisse. On a beaucoup simplifié l'encaissement. Pour les flux, évidemment, sont un petit peu plus longs. Il faut que nos clients soient un petit peu plus patients. Donc, effectivement, il y a l'aménagement du comptoir, de la prise de commande. Il y a aussi une salle de pause qui est vraiment isolée. Voilà, parce que si on a un équipier qui se sent pas bien ou qui se sent fatigué, il faut pouvoir l'isoler. Donc oui, ça suppose quand même une bienveillance voilà, qu'on a trouvée avec Clésia, qui nous a vraiment permis de roder aussi ce modèle, qui était une toute première. Ouais. Et alors, je vous ai interrompu. Oui, non, il n'y a aucun souci. Et donc, pour répondre à votre question sur savoir s'il y a eu un travail préparatoire, je serais tentée de dire que chez Clésia, il y avait beaucoup qui avait déjà été fait, parce qu'on est très engagé dans le champ du handicap. Nos collaborateurs le savent. Il y a des gros dispositifs de formation, de sensibilisation en interne sur le sujet du handicap et en général des risques de discrimination. Donc voilà, ils étaient préparés, mais pour autant, le fait qu'on a cet engagement historique dans le champ du handicap, le fait d'intégrer un Café Joyeux dans les locaux, ça a matérialisé, ça a concrétisé cet engagement. Et donc finalement, pour beaucoup de collaborateurs, d'un seul coup, on leur a posé ce Café Joyeux et ils ont vraiment pris conscience qu'on était vraiment engagé dans ce périmètre et qu'on était prêt à accueillir un café mené par des personnes en situation de handicap. Donc je pense que ça a accéléré et ça a accentué encore plus notre engagement sur le sujet. Il y a une part de fierté, j'imagine, oui, de la part des salariés, collaborateurs, collaboratrices qui peuvent dire autour d'eux, c'est génial, là où je bosse, il y a un Café Joyeux. Ah totalement, oui. Les collaborateurs aujourd'hui sont totalement appropriés le café et sont fiers d'en avoir un chez eux. Ils l'expriment tel quel. Est-ce que l'attitude des clients, alors pas seulement dans les cafés Inside, d'une manière générale, est-ce qu'ils sont différents
Je pense aux Parisiens grognons. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on est parfois certains et qu'on a tous croisé souvent. Alors, bon, il y a deux types d'attitudes. Il y a ceux qui nous connaissent, et ceux qui nous connaissent, évidemment, il y a une bienveillance, et puis aussi, ils savent très bien qu'ils vont trouver déjà un sourire, ce qu'on trouve peut-être pas toujours à Paris, et puis ils vont trouver un naturel. On parle de beau, de bon, de vrai chez nous, la vérité de l'instant, c'est-à-dire qu'une personne avec handicap mental ou cognitif, évidemment, est très naturelle dans son propos, il n'y a pas d'arrière-pensée. Donc voilà, après il y a ceux qui ne nous connaissent pas, alors là c'est un petit peu différent, il peut y avoir un peu cette surprise, mais je dirais que c'est pour ça aussi qu'on a fait des lieux très accueillants, très chauds, en prenant les codes un peu du luxe, pour qu'on ait envie de rentrer, et puis que finalement cette rencontre qui n'était pas prévue se fasse. Ouais. Et je dirais que les gens repartent quand même globalement avec le sourire. Et puis pour revenir avec Clésia, c'est vrai que nous, on voit bien nos équipiers, ils sont au nombre de 6 dans le restaurant d'entreprise, le premier restaurant qu'on a ouvert avec Clésia. Aujourd'hui, ils font vraiment partie de la famille, quoi. Je dirais que ils sont collègues. Je pense les gens de Clésia les considèrent comme des collègues. Mais je pense, en vous écoutant, je pense aux rencontres du papotin avec vous voyez, des personnalités qui sont interviewées par des journalistes en situation de handicap. Ça donne des moments de vérité qui sont quand même assez dingues. Est-ce que ça, vous l'avez vécu vous aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois c'est cash, quoi. Ah ouais, et donc on se retrouve dans des clients d'un café joyeux et boum, on se prend une réflexion à laquelle on ne s'attendait pas. Des anecdotes, on en a plein. Alors le lundi matin, quand on réunit toute l'équipe, on partage nos anecdotes parce qu'il y en a évidemment plein. Disons que dans une relation du quotidien comme ça, nos équipiers retiennent très bien qui prend quoi. Bonjour Thomas, bon toi évidemment tu veux toujours ton latte macchiato ou ton cookie. Et alors évidemment ça fait sourire et il y a toujours cette attention et qui est très naturelle. Donc c'est sûr que il y a une vraie connivence qui se crée. Ouais, vous avez comme ça des totalement l'exemple qu'il a donné, je le maîtrise bien parce que c'est Charles qui était un des équipiers. Absolument. Qui était sur notre site à Beau-Batignolles, qui a ouvert le premier Café Joyeux, et maintenant il est passé sur le site de Montreuil. Ouais. Et Charles a une mémoire extraordinaire, c'est-à-dire qu'il vous voit arriver, il dit vous c'est un café long avec un verre d'eau. Et il fait ça avec tous les gens qui arrivent. Donc ça crée des relations effectivement qui sont au départ qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, mais en fait les gens sont ravis. Et je tiens à rajouter quelque chose, c'est quand on arrive dans un café joyeux, on est toujours accueilli avec le sourire. Ça aussi, ça peut changer, ça. Mais vraiment, c'est très agréable par rapport à un service lambda. Il y a toujours un souci de l'autre et puis du sourire et de la bonne humeur, et ça, c'est vraiment appréciable. Je vais donner un chiffre sur le taux de chômage des personnes en situation de handicap, c'est 12%. Évidemment, c'est beaucoup plus que le taux général, mais c'est le taux le plus bas depuis 8 ans, je crois. Olivier Lemaire, il ne nous reste que 30 secondes, zut. Il y a une amélioration qui est assez nette quand même? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on a de plus en plus de sollicitations pour ouvrir des cafés joyeux inside. On en a ouvert d'autres au Crédit Agricole, Canal+, etc. On voit aussi qu'il y a une émulation. Il y a d'autres concepts qui existent et c'est tant mieux. Et puis après, il y a aussi beaucoup de grandes entreprises qui nous demandent comment faites-vous pour encadrer des personnes en situation de handicap? Est-ce que nous, nos managers, pourraient être formés chez vous pour justement mieux les accueillir? Je finis la phrase. Mieux les accueillir et que nous aussi, on s'implique en tant que grande entreprise pour avoir des personnes avec handicap mental et cognitif dans nos effectifs. Donc on sent un vrai mouvement. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Laura Loisel, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Pivert Funéraire, entreprise créée en 2021 avec Ali Lounis Wallace, basée à Saint-Étienne. C'était quoi le point de départ, le déclic? Eh bien, on s'est rendu compte lors de l'organisation de funérailles qu'il y avait assez peu d'offres alternatives et originales et durables. Donc ça a été un premier déclic et on a voulu s'engager pour changer les choses. Ouais. Et donc vous proposez des cercueils écologiques. Alors c'est quoi un cercueil écologique? Eh bien c'est un cercueil qui n'utilise pas de bois, qui n'est pas fabriqué à partir de bois massif parce qu'aujourd'hui l'industrie funéraire utilise donc largement
du bois massif, ce qui participe à l'industrialisation de nos forêts, ce qui a des impacts très néfastes pour la biodiversité, pour notre environnement. On remplace nos forêts de feuillus par des monocultures d'arbres, de la pinède, pour un rendement plus rapide. On appauvrit absolument toute la biodiversité pour ça. On fait des coupes rases sur jusqu'à 20 hectares. Donc ça a un impact vraiment très grand. Et donc, faute de bois massif, ils sont faits de quoi? On a trouvé un autre matériau qu'on a sourcé qui correspondent à notre cahier des charges environnementales et aussi aux normes, parce qu'on a un certain nombre de normes pour mettre sur le marché un cercueil. Et donc, c'est aujourd'hui, pour notre première gamme, c'est de la poudre de bois, donc des déchets de scierie. Et on vient compacter ça avec des déchets de l'industrie oléicole. Donc, quand on extrait de l'huile végétale, il reste des tourteaux de colza ou de tournesol. Donc, ça, on compacte le tout, ça fait des panneaux. Et c'est 100% biosourcé. Et nous, on vient usiner ces panneaux pour rendre le cercueil le plus performant d'un point de vue environnemental. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de crémations, donc on est aussi dans cette logique-là, quoi. Pourquoi, aller prendre un cercueil en bois massif pour Tout à fait. pour une crémation? C'est également l'idée de Pivert. On considère que c'est un grand gaspillage, étant donné effectivement que le cercueil, c'est un produit qui a un cycle de vie qui est très court, et particulièrement, comme vous l'avez dit, dans le cas d'une crémation. Donc voilà, c'est une ressource noble, le bois, à partir de laquelle on peut faire des choses durables. Et chez Pivert, on trouve que c'est du gaspillage de fabriquer des cercueils en bois massif. Alors il n'y a pas de vis, pas de polluant, j'ai vu dans ce cahier des charges. Oui. Au-delà du matériau, effectivement, on est venu réfléchir à un design le plus... en fait, à chaque étape de la fabrication, de la conception de ce produit, on a été accompagné par un cabinet d'éco-conception pour nous aider dans cette réflexion. Et donc, on fait de l'assemblage par emboîtement pour éviter la visserie. On vient mettre le minimum de colle dans la fabrication du cercueil, qui est d'ailleurs la colle la plus propre du marché, une colle biosourcée. On a rendu aussi notre produit empilable pour faire des économies environnementales en termes de stockage ou de transport. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, effectivement, mais pas non plus de vernis ou de produits polluants dessus. Donc plein de choses qui rendent notre produit le plus performant. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on pense prioritairement à ça? C'est-à-dire que je veux un cercueil éco-conçu? Eh bien, écologique? Non, c'est vrai. Alors, bien que ça devienne une considération pour les Français, il y a des études qui sortent régulièrement sur le sujet et on voit quand même que le réflexe écologique progresse. Mais effectivement, les gens sont plus concernés par le prix. En tout cas, au niveau du cercueil, c'est ce qu'on constate encore. C'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye aussi de le rendre abordable au plus grand nombre. Mais Pivert, c'est aussi une volonté de sensibiliser les gens et de ne pas attendre le dernier moment pour préparer leur mort. On n'est pas simplement fabricant et vendeur de cercueils. On est là pour faire réfléchir les gens à tous ces sujets, la mort, l'écologie, et en fait, faire un testament funéraire, ça soulage les familles, et puis ça permet de ne pas se retrouver devant la pompe funèbre au dernier moment, comme vous le dites, et donc de faire des choix par défaut, mais de se dire, quand je mourrai, je voudrais un cercueil écologique parce que j'y ai réfléchi, et on encourage les gens à faire ça. Merci. Laura Loisel, et à bientôt sur Merci. Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur la chaîne des Audacieux.